Bonjour à toutes et à tous. Pour la première fois, des ministres et des représentants de l'État évoquent publiquement un abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une décision est attendue pour janvier. Mais si aucune aérogare ne vient bétonner le bocage, que deviendra la ZAD? Cette zone de 1500 hectares, occupée et habitée depuis près de 10 ans par le mouvement anti-aéroport. Les paysans historiques pourront-ils retrouver leurs terres? Les personnes venues occuper le terrain pour empêcher l'arrivée des pelleteuses, mais aussi créer un laboratoire de vie sans État, pourront-elles rester? C'est ce que souhaite le mouvement qui s'est battu pendant des années contre l'aéroport. Mais comment, sur quelle base et dans quelle perspective? Alors, nous en parlons aujourd'hui avec 4 personnes représentant diverses composantes et sensibilités du mouvement contre l'aéroport qui sont venues spécialement à Paris pour enregistrer cette émission. Et nous les en remercions chaleureusement. Bonjour Camille et Thomas. Bonjour. Vous êtes tous les deux occupants de la ZAD. Bonjour Angélique. Bonjour. Vous êtes paysanne et membre du collectif Copain, qui est un collectif de paysans dont on va parler pendant l'émission. Et enfin, Jean-Marie, bonjour. Vous êtes un naturaliste en lutte et nous allons expliquer pendant l'émission quel est ce mouvement. Alors, pour commencer, nous nous retrouvons alors quelques jours après la parution du rapport des médiateurs que le gouvernement avait missionné concernant une sortie du conflit de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc, première question très simple, ce rapport des médiateurs, pour vous, 4, ouvre-t-il la voie à l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Alors on va dire qu'il ouvre un peu la porte, puisque pour la première fois, il parle d'une façon qui est entendue largement de l'alternative de l'aéroport Nantes-Atlantique, qui est traité sérieusement par le mouvement depuis très longtemps, mais qui trouvait une oreille sourde jusqu'ici. Et là maintenant, on a une voix un peu officielle qui en parle, donc ça ouvre un peu la porte, oui. De ce point de vue-là, c'est un changement, voilà, en tout cas c'est un passage de cap, hein, on peut considérer dans la vie de ce dossier qui en a beaucoup connu. Alors, s'il y a abandon, et la décision n'est pas encore prise, et on attend de voir ce que le gouvernement et l'exécutif vont décider, mais disons que c'est une hypothèse qu'on entend et qui est reprise, y compris par des ministres. S'il y a abandon de l'aéroport, est-ce qu'il vous semble qu'il y a un risque d'évacuation forcée de la ZAD? C'est un risque, en tout cas, c'est la parole du gouvernement pour l'instant, c'est de dire que si l'aéroport est abandonné, dans tous les cas, ils voudront se débarrasser d'une partie des habitants actuels de la ZAD, ce qui n'est pas du tout la visée ni le désir du mouvement, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on a bâti un projet commun pour l'avenir, et ce projet, c'est que les gens qui se sont enracinés sur la ZAD, qui y habitent depuis des années, y compris la nouvelle génération d'habitants de laquelle je fais partie, nous sommes des personnes qui sommes arrivées à l'appel des habitants concernés, des habitants résistants à partir de 2007, 2008, 2009, puis après la tentative d'attaque de la ZAD, de l'opération César. Et l'idée, c'est que nous autres qui vivons, cultivons, habitons, nous activons sur la ZAD au quotidien, essayons d'y créer un espace d'expérimentation sociale, politique, agricole, environnementale, que l'on puisse rester, si nous le désirons, demain et après l'abandon du projet d'aéroport. S'il y a une évacuation forcée de la ZAD dans quelques semaines ou dans quelques mois, comment allez-vous réagir? Comme on l'a toujours fait, je crois, là-dessus, au niveau des différentes personnes présentes, que ce soit les comités locaux, les habitants, les différents groupes qui discutent sur cette zone depuis très longtemps. On sera sur les mêmes bases qu'on l'était, c'est-à-dire une résistance contre cette évacuation. Et une chose de sûre, c'est qu'il n'y aura pas que les habitants de la ZAD, il y aura, comme ça a été les autres fois, un très large soutien, d'autant plus maintenant qu'il y a beaucoup d'organisations, de comités de soutien qui n'existaient pas à l'époque de l'opération César, ou très peu. L'opération César, on rappelle, c'était en 2012, la précédente tentative d'évacuation forcée de la ZAD par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault à l'époque et qui s'était arrêtée au bout de quelques semaines. Donc maintenant, les personnes qui désirent que quelque chose continue sur la ZAD, c'est beaucoup plus large que les gens qui y habitent.
Alors, on parle de l'opération César de 2012 et il se trouve que depuis le début du mois de décembre, on voit réapparaître dans les journaux et dans les médias beaucoup de photos de l'époque de 2012, c'est-à-dire le moment de confrontation très fort entre habitants de la ZAD et gendarmes. On lit aussi que on lit et on entend dans les médias que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui serait un camp retranché où habiteraient des ultra-violents. On voit des photos de supposés tunnels cachés creusés sous la ZAD pour s'enfuir. On évoque l'existence de caches d'armes. Êtes-vous un camp retranché d'ultra-violents ? Bon, alors, ce qui est sûr, c'est qu'en même temps que se précise l'hypothèse de l'abandon possible du projet d'aéroport, il y a de nouveau une campagne médiatique qui se déchaîne pour stigmatiser, criminaliser certaines franges du mouvement, notamment les occupants. Ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à ce type de campagne médiatique. Celle-là est particulièrement gratinée, on va dire. On a affaire à un certain nombre d'affabulations qui pourraient nous faire rire si elles n'avaient pas possiblement des conséquences funestes. En réalité, c'est Cendrillon en monde cauchemar, c'est-à-dire qu'on a un puits qui se transforme en tunnel Vietcong, on a des occupants qui sont censés attendre au-dessus des arbres pour se jeter en mourant sur la police. Vous voyez, on a un certain nombre de choses, on a des bâtons plantés dans un talus qui se transforment en herses pour percer les pneus des camions, enfin c'est du grand n'importe quoi, sauf que en fait... ces informations, ces soi-disant informations sont reprises sans grande gêne par un certain nombre d'analystes, de politiques, de médias, etc. Et en fait, on voit qu'au-delà de la fable sans fondement réel, il y a des visées très précises en fait à ce discours-là. Ces visées, c'est quand même de pouvoir justifier éventuellement demain que même si l'aéroport ne se fait pas, on puisse réprimer extrêmement brutalement une partie des occupants de la ZAD et venir les expulser. Et c'est une opération classique en fait. Ils ont à faire face quand même à un mouvement qui a su trouver une union rare entre des gens qui étaient assez différents, entre des associations, des paysans, des riverains, des syndicalistes, des habitants, des gens qui essayent à la fois de résister et effectivement physiquement face à un projet qui est destructeur, mais qui essayent aussi de construire d'autres possibilités de vie, de production, d'échanges solidaires, etc. Ça leur est insupportable. Je pense que ça a été insupportable pour un certain nombre de gouvernants, de patrons, que des gens leur fassent l'affront en fait de les empêcher de réaliser ce projet-là, et que c'est insupportable aujourd'hui qu'ils essayent de créer à contre-courant un monde qui en partie essaye de se passer d'eux et de leurs valeurs. Et en fait, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un enjeu presque de vengeance. Il y a des gens qui disent, mais ok, peut-être que l'aéroport ne pourrait pas se faire, mais vengez-nous au moins des zadistes. Et toutes ces opérations qu'on entend dans les médias aujourd'hui, elles visent quand même à justifier demain des opérations qui, encore une fois, pourraient être extrêmement brutales à notre égard. Et je pense que les mensonges qui sont répandus aujourd'hui sont graves. Et ce qu'ils cherchent à cacher, en fait, en réalité, c'est que si le gouvernement, hier, l'automne dernier, n'est pas venu expulser la ZAD, c'est pas parce qu'il y avait 150 pseudo-combattants, une espèce d'avant-garde qui serait tapis dans les bocages, le couteau entre les dents, à essayer de souder des lames de rasoir sur des boules de pétanque dans la boue. C'est bel et bien parce que, comme en 2012, il y a des dizaines de milliers de personnes, s'ils reviennent, qui seront là, qu'empêcheront les tractopelles, les machines, la police de réaliser un travail de destruction, et qui seront là de plein de manières différentes, avec des tracteurs enchaînés, avec des gens sur les routes, avec des gens derrière les barricades, avec des gens qui occuperont des préfectures, des mairies. Ce sera un mouvement large, diversifié, populaire, et ça, ils ne veulent pas l'admettre. Donc il faut créer une image la plus effrayante, la plus anxiogène possible d'une petite partie du mouvement pour mieux la criminaliser et quelque part s'en venger en réalité. Alors peut-être que cette image catastrophiste, effrayante qui est créée par ce discours médiatique et politique est d'autant plus possible que finalement des images, des représentations de ce qui se passe en réalité sur la ZAD, il n'y en a pas eu tant que ça au fil des années, pour plein de raisons, et notamment parce que la ZAD est une zone qui s'est beaucoup protégée finalement des regards extérieurs, des regards médiatiques. Et qui fait que la compréhension par le grand public de ce qu'est la zone, si elle passe uniquement par ce qui est montré par les émissions télé, ce qui est sans doute le cas de la plupart des personnes, il y a forcément un biais. Et donc c'est pour ça qu'on est très content de vous recevoir aujourd'hui à Mediapart, parce que c'est l'occasion aussi de décrire, si cette zone n'est pas un camp retranché d'ultra-violents, alors qu'est-ce qui se passe sur cette zone? Il y a des projets agricoles, il y a des cabanes, il y a quelques restes de barricades, malgré tout, de l'époque de 2012, mais pas seulement. Comment décrire ce qui se trouve aujourd'hui sur la ZAD? Imaginez que la ZAD, c'est un territoire qui est très vaste, puisqu'il doit y avoir à peu près 10 km d'est en ouest et entre 2 et 3 du nord au sud. Et sur tout ce territoire sont plutôt dispersés, en fait, un peu plus de 60 lieux de vie
Donc ce qu'on appelle lieu de vie, ça va être des cabanes ou des gens et alors ça peut être des gens qui s'organisent en collectif jusqu'à une dizaine de personnes ou un peu plus. Ça peut être aussi des gens qui vivent tout seuls ou qu'à 2 ou 3, etc. Et après, on a énormément d'activités et ce qui se passe, c'est d'essayer de se réapproprier des savoirs, de se réapproprier des savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on, par exemple, se trouve 2 boulangeries sur cette zone. On va trouver une forge, on va trouver des activités d'élevage hors cadre, des activités de gestion de forêt et du bois. Et tout un essai d'organisation collective pour se coordonner entre les différents groupes, pour se coordonner au niveau des décisions politiques, se transmettre des informations, etc. Et du coup, la ZAD, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement bouillonnant, avec plein d'essais, plein d'activités possibles et différentes. Et surtout, c'est quelque chose qui est beaucoup en lien et que jamais il aurait été possible de démarrer nos activités d'élevage ou nos activités de foresterie sans l'appui des paysans, paysannes très proches ou plus éloignés, sans l'appui de forestiers qui sont venus de ci, de là pour nous former, pour nous apprendre. Parmi ces nombreuses activités que vous commencez à décrire, il y a par exemple l'existence d'un groupe qui s'occupe des vaches, dit le groupe vache. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment fonctionne ce groupe? Alors ce groupe vache, c'est un groupe qui est constitué de 6 personnes. Non plus que ça maintenant, une petite dizaine dirons-nous, et qui s'occupe d'une vingtaine de vaches qu'on pourrait dire allaitantes. Alors, et c'est des vaches que nous ont données des paysans en 2013, des paysans et des paysannes pour occuper le terrain. Du coup, c'est un troupeau qui est surtout là pour occuper les terres en signe de solidarité. C'est un troupeau qui est très bigarré parce que chaque paysan ou paysanne nous a donné une vache de son troupeau, alors elles ne se ressemblent absolument pas. Ça donne un troupeau qui est vraiment beau. À côté de ça, il y a plusieurs vaches laitières. Et il y avait un intérêt à se former aussi en élevage laitier, à pouvoir produire des produits à partir de ça. Alors au départ, ça a été du beurre et du yaourt, et maintenant il y a beaucoup plus de différents types de fromages. On commence à faire des tomes, on commence à faire du bleu. Et l'intérêt de tout ça pour nous, c'est de rester dans un élevage qui est hors cadre. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas dans ce groupe-là, parce qu'il y a aussi des gens qui sont venus nouvellement occuper le terrain depuis l'appel des habitants qui résistent, dont parlait Thomas tout à l'heure, qui sont venus occuper le terrain et qui, eux, ont un projet d'installation agricole officielle. Le but de ce groupe-là, c'est de rester dans le hors cadre parce que c'est ça qui parle, et c'est de pouvoir distribuer tous ces produits. Et ces produits, là, peuvent être distribués via un réseau qu'on appelle les cagettes des terres, mais je pense que d'autres gens vont être beaucoup plus aptes que moi à parler de tout ce réseau-là. Les cagettes des terres, Angélique, vous voulez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, alors les cagettes, c'est un projet qui est tout nouveau. C'est dans les nombreux projets sur AZAD, ça fourmille, comme elle disait, il y a toujours une idée qui surgit, et c'est lié en fait aux événements sociaux. Donc il y a des liens aussi de AZAD vers l'extérieur. Donc au moment de toutes les grèves, loi travail, etc., il y a eu des rencontres avec des syndicalistes, et puis on en est venu à discuter des grèves, comment faire durer les grèves, comment manifester aujourd'hui différemment, parce qu'on s'aperçoit que rester dans la rue, ça ne suffit plus. Et on a eu cette idée de dire, voilà, on va nourrir la grève avec un système de cagettes, tout simplement. Alors c'est des choses qui existaient déjà, d'un point de vue paysan, d'alimenter, quand il y a eu des gros conflits ou autres, d'alimenter les grévistes en leur apportant de la nourriture. Et là, l'idée de la cagette, c'était tout simplement de regrouper des producteurs qui soit mettent leurs produits, leur production à prix coûtant, soit pour certains, c'est des invendus ou des dons, et donc la ZAD produit une partie, le fromage, le beurre, ce genre de choses, qui sont amenés soit sur les piquets de grève, soit distribués aux grévistes à la fin d'un mouvement de grève pour pouvoir les aider à finir le mois, soit également aux migrants, également, sur Nantes, donc différents squats. Donc la cagette, c'est tout ça, et ça a fait un lien avec donc, les producteurs, les paysans,
Il y a eu également des gens complètement extérieurs à la ZAD qui sont venus, tout simplement, qui font le lien entre les paysans qui sont à l'extérieur, venir sur Nantes, découvrir la ZAD aussi, parce que c'est là qu'on prépare les cagettes à l'auberge des Culs de Plomb. Donc on est hébergé. Alors l'auberge des Culs de Plomb, c'est quoi l'auberge des Culs de Plomb? Alors, l'auberge des Culs de Plomb, c'est l'œuvre de tout un tas de gens. Ça a été fait avec beaucoup de solidarité des comités locaux, des occupants, occupantes, et Claude et Christiane, qui sont des habitants qui font partie de ceux qu'on dit historiques. Ils ont fait partie de ceux qui ont également fait l'appel aux habitants qui résistent. Et les Culs de Plomb, c'est une salle de banquet, et c'est une équipe de cuisiniers-cuisinières sous la tutelle de Claude. Et le principe des Culs de Plomb, c'est de pouvoir proposer en fait des repas à prix libre avec un maximum de produits qui sont produits sur cette zone à défendre. Les Culs de Plomb, c'est très carnivore. Donc ça va être les produits de l'élevage de la zone. Donc, ou bien parfois de ce groupe vache qui est complètement hors cadre, mais ça peut aussi être de paysans ou paysannes proches de la lutte avec qui on veut avoir des liens, échanger des produits, etc. Et les Culs de Plomb, c'est une histoire. Il a fallu en fait rénover toute une maison, l'ancienne écurie. Donc ça a été des mois et des mois de chantier. Le but est vraiment de créer du lien, de pouvoir. La salle peut inviter entre 40 et 50 personnes. Donc, Thomas ? Non, c'était juste qu'en repensant au Culs de Plomb, beaucoup de journalistes sont venus sur la zone la semaine dernière pour nous demander si on avait des armes. Vous voyez, c'est la question un peu obsessionnelle. Et sur le fronton des Culs de Plomb, il y a un slogan qui est assez joli. C'est écrit en gros, notre arme, c'est la convivialité. Et en fait, c'est vrai qu'effectivement, on a plein d'armes sur la ZAD. On a des radios pirates, on a des chansons, on a certes des barricades, mais on a aussi des troupeaux de vaches. Et eux, en tout cas, leur arme, c'est les banquets, la convivialité. Et ça, c'est assez beau. Alors, Angélique, on a commencé à vous entendre. Donc, vous êtes paysanne, mais votre ferme, à vous, ne se trouve pas directement sur la ZAD. Elle est à l'extérieur, elle n'est pas très loin, mais elle est en dehors de cette zone. Pourtant, vous vous considérez comme une usagère de la ZAD. Pourquoi ? Alors, je suis venue sur la ZAD depuis très très longtemps en fait, parce que mon activité, je n'étais pas paysanne toute ma vie, donc c'est une reconversion. Et avant, dans mon métier, en fait, j'étudiais la ZAD d'un point de vue naturaliste, hein, donc j'étais animatrice en environnement. Et donc, c'était déjà un dossier que je connaissais, que je suivais. Et quand il s'est amplifié, 2012, etc., j'avais mon installation et je me suis dit, mais en tant que paysanne, il y a aussi quelque chose qui est à faire. Et j'ai rejoint le groupe de Copain, qui regroupe différentes structures. Donc, c'est 6 structures au total qui composent Copain. Donc, Copain, expliquons, c'est un collectif. Alors, Copain, c'est un collectif. Donc, c'est de nombreux collectifs. Donc, c'est 6 structures qui se retrouvent, 6 structures agricoles. Donc, les groupements des agriculteurs biologiques, le CIVAM, Accueil paysan, Confédération paysanne. C'est quoi le projet de Copain ? Le projet de Copain, plein de paysans. Voilà, plein de paysans qui sont contre la destruction de terres agricoles. Voilà, c'est un gros problème qui n'est pas lié uniquement sur la zone de la ZAD. C'est que les terres agricoles disparaissent de plus en plus. Il n'y a pas forcément dans les installations aujourd'hui officielles qui se font place pour des petits projets ou des projets alternatifs. Donc, Copain sur la ZAD, c'est aider l'installation de projets officiels ou non officiels, aider sur des conseils en culture, en élevage, ce genre de choses. Et Copain, ça a été également la prise de la ferme de Bellevue. Donc, c'était une ferme qui était sur la ZAD, qui du coup devait être démolie et qui a été occupée. Par les paysans, mais avec l'aide d'habitants, d'occupants qui sont venus sur cette ferme pour pas qu'elle parte à l'agrandissement sur des paysans extérieurs. Et sur cette ferme de Bellevue, aujourd'hui, c'est là que se concentrent plusieurs projets. Donc les boulangeries, une boulangerie, le groupe vache, une forge, une tannerie, un atelier de la curcuma, donc réparation du matériel agricole. Les projets autour du bois. Les projets autour du bois, bracade à bois. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est parti d'une ferme où il y avait un exploitant pour l'occuper. Et aujourd'hui, c'est un groupe, une vingtaine, je dirais, de personnes qui gravitent régulièrement, même plus, au-delà de ça, qui gravitent sur Bellevue.
Et la ferme de Bellevue, c'est aussi un des endroits de la zone qui se propose de faire de l'accueil régulier. C'est-à-dire que il y a aussi une équipe qui fait en sorte que ce soit un point de chute de personnes arrivant pour la première fois, ne connaissant personne sur zone. C'est un endroit où trouver le gîte et le couvert, des explications, des interlocuteurs, interlocutrices. Et c'est aussi ça qui fait une des grandes activités de la ferme, quoi. Alors, à vous entendre tous les quatre, on voit bien à quel point est-ce qu'il y a énormément de circulation, en fait, entre habitants de la ZAD, personnes qui n'y habitent pas mais qui y vont souvent, personnes qui font des projets liés à la ZAD. On voit qu'il y a une véritable effervescence locale autour de cette zone. Peut-être que, Angélique, vous pouvez nous dire quelques mots supplémentaires sur cette importance de la défense des terres paysannes. Et vous disiez, nous, on est contre l'agrandissement des exploitations. Quel rapport faites-vous entre cette position de défense d'une agriculture à petite échelle et la ZAD ? Aujourd'hui, en agricole, tous les projets quasiment, effectivement, c'est des agrandissements, des fermes qui cherchent à avoir toujours plus de terres ou autre. Là, on a cette possibilité-là sur la ZAD, une magnifique zone d'expérimentation, que ce soit agricole, sociale. On a fait des superbes rencontres, et puis ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on apporte effectivement sans doute une certaine connaissance en agriculture. Les expérimentations qui sont faites sur la ZAD sont aussi une richesse pour nous, parce qu'il y a des choses qui sont faites là-bas qu'on n'a pas le temps d'expérimenter chez nous, pas le temps ou pas l'envie ou pas, ou pas le courage. Par exemple c'est des façons de travailler qui, des fois, nous, on est dans notre quotidien, on est à fond, et puis on ne prend pas le temps de voir les choses. Ça va être des cultures qui vont être testées ou des outils, par exemple, des outils, alors, oui, un peu anciens, c'est ça, qui sont réparés, qui sont réutilisés. Alors ça, c'est fait, c'est-à-dire que nous, avec nos gros tracteurs, effectivement, on a tendance... Alors, on utilise des cumas à l'extérieur, mais on a maintenant du gros matériel, et là, effectivement, on se retrouve à rechercher dans les fonds de champ du vieux matériel, remettre en état les herses ou d'autres, des petits cultivateurs, des plus petites machines. Et puis, il y a aussi tout le travail en commun qui peut être fait au moment des récoltes, qui sont des moments qu'on ne trouve plus à l'extérieur, parce qu'effectivement, les fermes sont de plus en plus grosses, et tout ce qu'on a perdu, c'est ce côté entraide entre paysans, et là qu'on trouve. Une des richesses de la ZAD par rapport à ça aussi, c'était d'essayer de redonner un sens différent à la question du travail. Je veux dire, on est tout un tas de personnes à être sorties du travail, à se dire, mais qu'on avait l'impression que les activités humaines salariées étaient tellement liées à des modes de vie consuméristes, à la destruction de ce qui nous entoure, étaient tellement pris en fait dans des formes de production industrielle qu'on était coupé d'un sens, d'un rapport, on va dire, positif et constructif et collectif au travail, et que la ZAD, ça a été en partie, pour un certain nombre d'entre nous, retrouver un sens à nos activités. Mais encore une fois, ça peut aller de faire un studio de hip-hop à vous voyez, mettre en place une bibliothèque, à animer des soirées, ou à des activités plus productives et classiques, même souvent parce que c'est ce qu'on aime bien, mélanger tout ça, quoi. C'est-à-dire mélanger des activités agricoles avec une fête, avec un chantier collectif, avec un repas, avec, vous voyez, des enregistrements radio. C'est essayer de remêler aussi un certain nombre de domaines qui sont souvent séparés dans le monde habituel, et retrouver une liberté et un sens à la production en dehors des prismes marchands, en dehors des prismes, vous voyez, productivistes. Et je pense que ça, pour nous, ça a été super important, ça a été une vraie liberté, un vrai luxe qui a permis que tout un tas de gens qui, dans le monde habituel, ne se seraient pas réappropriés un certain nombre de savoirs, de pratiques, ont pu le faire sur la ZAD. Et notamment, c'est pour l'avenir quelque chose qu'on a envie de pouvoir conserver, densifier, décupler par la suite. Alors, Jean-Marie, vous êtes naturaliste, et vous êtes même un naturaliste en lutte. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est les naturalistes? C'est les personnes qui ont la passion de connaître le nom de toutes les plantes, tous les animaux, toutes les roches, voilà. Et donc qui sont venus sur la ZAD. Enfin, au moment de l'opération César, on s'est dit, est-ce que nous, on pourrait apporter quelque chose à cette lutte? Et on s'est dit, bon, on va aller faire un petit inventaire dessus. Bon, c'est un petit bout de bocage comme ça, de rien du tout. Et dès les premières sorties, on tombe sur les lézards vivipares qui sont considérés comme très rares en Loire-Atlantique. On n'en avait vu que quelques-uns. Là, on s'est retrouvés tous là. Chacun en avait vu dans une parcelle. Des grandes populations de tritons marbrés, etc. Donc on a découvert toute cette richesse de la ZAD. D'espèces, enfin de faune et de flore. Voilà.
sur la ZAD. Voilà. Mais comment elle s'explique cette richesse? D'où ça vient? Alors, ce qu'il y a d'assez exceptionnel dans la ZAD, c'est comment dire, une mosaïque d'éléments naturels de paysages ruraux qui se retrouvent plus nulle part ailleurs. Si on prend un triton marbré pour vivre, il a besoin d'une mare où il se reproduit, d'un petit bois où il se nourrit le reste du temps, voilà, de petites prairies. Et tout ça, si on se met dans le paysage agricole habituel, intensifié, on va trouver là une mare et puis à quelques kilomètres séparés par une immensité de champs de maïs, on va trouver un petit bois, mais c'est pour un triton moyen, c'est comme traverser le désert, quoi. Là, il y a un grand nombre de mares, un grand nombre de prairies, un grand nombre de talus, des petits bois. Donc, c'est un tissu bocager qui a été partout ailleurs détruit et qui là, est resté, alors en partie grâce à ce projet, à cette ZAD, donc un peu au gel du remembrement et tout ça. Donc, c'est-à-dire le fait qu'en 1974, l'État a dit cette zone, je me la réserve pour y construire un jour un aéroport, et qui a fait que du coup, il y a eu moins d'exploitation, en fait, c'est ça, agricole de ces territoires. Voilà. Et ça ne fait pas que cette nature rurale est apparue, ça fait qu'elle n'a pas été détruite. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, on a découvert plein de prairies pauvres, mais les prairies pauvres en nutriments, mais qui sont très riches en flore rare, et les animaux qui vont avec. Donc, c'est des prairies qui n'ont jamais été fertilisées. Elles n'ont jamais été fertilisées parce que ça reste un bocage à maillage serré, avec des tas d'usages diversifiés, des petites exploitations, des personnes qui ont juste besoin d'un champ à faucher pour faire du foin. Et voilà, donc cet usage a perduré jusqu'à l'époque du mouvement d'occupation. Il a été revivifié avec des nouveaux usages, des nouveaux habitants. Alors en quoi ça a revivifié le milieu que cette terre soit occupée? Parce que y a une multiplicité de nouveaux usagers, de nouveaux projets, et donc ce bocage-là très divers va comme un gant à cette idée. Parce que les usages, pour bien comprendre, les usages des humains ont des effets directs sur le paysage et sur l'environnement, on dirait. Oui, voilà, il y a beaucoup des espèces rares qu'on cherche à protéger. Elles ne survivent pas actuellement sans un usage humain. Donc, je parle d'une prairie pauvre, c'est forcément un endroit qui est fauché. Des mares, c'est un endroit nécessaire pour que les animaux boivent parce qu'il y a de l'élevage. Les haies où les animaux s'abritent, tout ça. Donc, c'est lié à un usage, c'est vivant, c'est pas du tout un endroit qui vit si on le met sous cloche, si on met une clôture autour et il n'y a plus d'humains qui rentrent. Au contraire, c'est une interaction qui date de siècles de paysannerie et qui continue là dans un aspect assez intact et qui se retrouve nulle part ailleurs. Et donc, qui doit être un modèle pour le futur et non pas vu comme un fossile du passé, qui doit être un modèle si on veut continuer d'avoir une terre vivante avec à la fois des gens qui y vivent et toutes les autres espèces qu'on ne peut pas se permettre de jeter à la poubelle. Alors, un modèle pour le futur, dites-vous, Jean-Marie, et c'est clair qu'un des enjeux majeurs du devenir de la ZAD aujourd'hui est celle du foncier, du devenir de ces terres. Aujourd'hui, si on veut essayer de résumer simplement une situation peut-être un petit peu compliquée, à qui appartiennent les terres de la ZAD et qui les utilise? Alors aujourd'hui, elles ont été déléguées au groupe Vinci. Le groupe Vinci, plus grosse multinationale de BTP au monde, etc., à qui a été déléguée la construction de l'hypothétique aéroport qui ne se fera jamais parce qu'il est absurde. Vinci a la maîtrise des terres pour le compte de l'État. En fait, sur ces 1650 hectares de terre, on a une situation foncière qui est un peu complexe, c'est-à-dire qu'on a 450 hectares qui sont encore cultivés par les familles de paysans résistants, ceux qui ont résisté à tout, qui ont pris tous les risques en fait, pour continuer à vivre ici, pour continuer à cultiver ici. On a 400 hectares environ de bois, friches, haies, habitats, etc. Et puis on a 850 hectares qui sont des terres qui, pendant les dernières années, étaient redistribuées par Vinci aux paysans qui avaient vendu, qui avaient touché des primes, des compensations et qui étaient redistribués par des baux précaires en attendant que le projet se fasse pour en gros des projets agricoles à court terme en fait.
Mais petit à petit, le mouvement d'occupation, notamment après l'opération César, après la victoire face à l'attaque du gouvernement, 2012, avec les paysans de Copin, depuis 2012, s'est dit, en fait, ce serait bien qu'une partie de ces terres, elle soit prise en charge collectivement par le mouvement, pour des projets portés par le mouvement, qui soient cohérents avec les visées paysannes, avec les visées naturalistes, mais aussi avec les visées sociales et collectives du mouvement. Et ça fait que depuis 5 ans maintenant, on a mis en culture collectivement 270 hectares de terre. Sur ces 270 hectares, il y a des projets qui sont très diversifiés, soit de l'apiculture, au maraîchage, des projets de céréales, bon, c'est très diversifié. Et puis on a encore 530 hectares qui sont toujours cultivés, encore une fois, sur des baux à court terme par des paysans qui ont accepté de partir en touchant un certain nombre de primes financières, etc. L'idée du mouvement, pour la suite, c'est de se dire si ces terres se libèrent demain, si le projet d'aéroport est abandonné, dans un premier temps en tout cas, les terres vont revenir à l'État. Les personnes qui ont refusé de vendre pourront éventuellement retrouver leurs droits sur ces terres, et puis un certain nombre de terres qui seront gardées par l'État. Ensuite, tout le sujet va être comment ces terres seront-elles distribuées. Là-dessus, on a une vision, que peut-être je peux laisser Angélique en parler. Je vais peut-être juste dire qu'on a une carte de la ZAD qui a dû apparaître à l'écran pendant qu'on parlait, et pour dire que sur cette carte, en rose, en gros, ce sont les terres cultivées par les agriculteurs en lutte, donc ceux dont parlait Thomas à l'instant, et en assuré, les terres cultivées par le mouvement d'occupation, ce qui permet de voir à peu près à la fois l'étendue et puis la répartition des volumes. Alors, Angélique, pour Copin, forcément, cette question du foncier et de l'usage agricole du foncier est capitale. Quelle est un peu votre vision de, si la ZAD est préservée, si l'aéroport n'est pas construit, de comment est-ce que, dans l'idéal, pour vous, devrait être organisé cet accès aux terres? L'idéal, ce serait que ce soit nous qui devenions, quand je dis nous, c'est pas Copin, hein, c'est l'entité qui sera issue de nos discussions, nos échanges, etc. L'entité du mouvement, l'entité du mouvement, voilà, devenue devenue mouvement, donc qui sera les différentes personnes qui y participent. Donc d'avoir cette gestion du foncier pour pouvoir installer, que ce soit des projets agricoles ou non, officiels ou pas, mais qu'on ait un regard sur tout ce qui va se passer, parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait des agrandissements ou autres, qu'on a besoin de terres pour les installations qui sont en cours, parce qu'il y en a dès aujourd'hui, hein, on a des personnes qui ont des projets qui voilà, vivriers ou non, qui sont posés. Donc ces terres, pour nous, elles vont être prises, du moins elles sont pour des projets à venir. Justement, comme je disais, des petits projets qui, à l'extérieur de la ZAD, qui ne pourraient pas voir le jour, parce qu'on est dans des normes qui font que des petits projets vivriers ou des petits projets, comme disait Camille, où il n'y a pas forcément en finalité une grosse production pour faire des bénéfices, ça ne rentre pas dans les choses qui existent à l'extérieur. Est-ce que dans l'idée, dans les discussions que vous avez entre vous, dans les hypothèses que vous développez, il y a l'idée que si la ZAD reste, on pourrait avoir à la fois des projets, je ne sais pas, de permaculture ou d'agroforesterie un petit peu expérimentaux, à côté de cultures maraîchères, peut-être plus classiques, et pourquoi pas vendues sur les marchés? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, on peut dire ça. C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui existe. Hein. On a des plantes médicinales qui sont installées. On a des gens qui sont installés officiellement, hein, qui sont inscrits à la MSA, qui rentrent tout à fait dans les cadres d'installation. On a donc justement avec la Confédération paysanne qui est présente au sein de Copin, donc à travers le SIAP, donc c'est un organisme qui aide à l'installation. Des jeunes sont suivis dans un cadre, on va dire, classique d'installation. Oui. Alors, une référence que beaucoup de monde a en tête autour de cette discussion, c'est celle du Larzac. En 1981, si je rappelle rapidement, après 10 ans de lutte contre l'extension d'une base militaire, les terres donc, du plateau du Larzac retrouvent leur vocation agricole. Et après quelques années de négociations, en 1985, l'État accorde un bail amphithéotique de 60 ans à la Société civile des terres du Larzac, une cinquantaine de membres qui gèrent, alors eux c'est un plus gros espace, c'est 6300 hectares de plateau, et dans l'idée aussi de favoriser l'installation des jeunes. C'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même des points communs quoi, dans les demandes. Ce modèle n'est pas sans contrainte puisque les paysannes et paysans qui bénéficient de ces baux bénéficient de baux de carrière, et donc l'usage de la terre est lié au travail. Donc c'est une des questions qui se posent aujourd'hui pour le Larzac. Mais si je reviens à vous, ZAD de Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, est-ce que le Larzac, pour vous, fait référence?
on va dire que le Larzac, c'est une des inspirations possibles. S'il y a bien quelque chose à retenir du Larzac, c'est l'histoire, et c'est ce qu'on souhaite pour nous aussi, qu'à un moment, il y a un mouvement qui défend un territoire face à un projet nuisible, que ce soit un camp militaire, que ce soit un projet d'aéroport, qu'à un moment, ce mouvement, il permet des rencontres, il permet qu'émerge, au-delà de la défense d'un territoire donné tel qu'il était avant, un projet d'avenir, un projet différent. À l'époque du Larzac, on ne pensait pas forcément que des paysans allaient prendre en charge collectivement la gestion d'un territoire. Ce n'était pas du tout dans les habitudes, on les prenait pour des fous, en fait, à l'époque. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont réussi à construire. Après, on ne peut évidemment pas faire un copier-coller entre la situation du Larzac et notre situation aujourd'hui. On n'est pas dans le même contexte, on n'est pas face au même gouvernement, on n'a pas la même histoire, on n'a pas forcément les mêmes ambitions. Je dirais que par rapport à la question du Larzac, où l'occupation des terres était effectivement très centrée sur la question paysanne, la question de la production agricole, et qu'il y avait une prise en charge qui était propre, on va dire, aux gens qui habitaient et qui cultivaient le Larzac, j'ai l'impression que nous, on a une vision du territoire de la ZAD qui est quelque part plus ouverte ou plus hétérogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense l'avenir de la ZAD, à partir des assemblées qu'on appelle les assemblées des usages, on pense des usages multiples et qui soient pris en charge, y compris par des gens qui n'habitent pas ou qui ne cultivent pas directement la ZAD. Ce qu'on aimerait, c'est que le projet d'avenir pour la ZAD, il soit aussi bien mené par des riverains, des voisins qui ont mis en place des projets de sentiers sur la ZAD, par des paysans de la région qui ne cultivent pas directement mais qui souhaitent aider à l'installation de projets, par des naturalistes qui n'habitent pas sur la ZAD mais qui continuent à vouloir prendre soin du bocage, que par les habitants anciens qui étaient là avant nous et les habitants nouveaux que nous sommes, que de nouvelles personnes puissent arriver aussi, que même les comités de soutien d'un peu partout en France puissent continuer à jouer un rôle dans l'avenir de la ZAD. Donc il y a effectivement une vision qui est à la fois peut-être plus ouverte, plus hétérogène, et puis peut-être une vision en partie, même si ça va rester des terres agricoles et que la question agricole sera centrale, mais aussi qu'il y ait tout un tas de projets. On a cité la bibliothèque, le phare, la radio, le soin, etc., qui est aussi, mais même expérimenté sur des formes d'organisation collective qui soient un peu différentes de la démocratie, des formes démocratiques qu'on voit autour de nous et qui à plein de niveaux ne nous satisfont pas dans la manière dont elles s'exercent, que ça puisse aussi rester un territoire d'expérimentation à ce niveau-là. Donc effectivement, le Larzac, c'est en partie une référence, une inspiration, et en même temps, on a envie de trouver notre propre voie, en quelque sorte. Alors, dans le rapport qu'ils viennent de rendre au gouvernement, les médiateurs proposent que soit mise en place une maîtrise foncière de la ZAD par l'État. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette proposition ? Alors nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir la maîtrise du dossier foncier. On veut vraiment pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, décider de ce qui va se faire sur ce terrain-là. Sinon, effectivement, on se doute bien que autant de terrains libérés, ça va être une manne extraordinaire pour les exploitants extérieurs à la ZAD qui vont vouloir se réapproprier des terrains. Donc on aimerait pouvoir avoir cette maîtrise-là. Après, au niveau de l'État, si l'État reste propriétaire, je dirais que au niveau, en Loire-Atlantique, ce n'est pas une culture qu'on a d'être propriétaire. Moi-même, sur ma ferme, je suis propriétaire de rien. Je suis locataire de tout. Je suis en fermage. Donc ça, après, si on a des systèmes d'accord, que ce soit un beau bail amphithéotique ou autre, voilà, pourquoi pas. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, rien n'est encore acté ou décidé. On est en pleine discussion. Il y a un groupe qui réfléchit justement à toutes ces façons de pouvoir poser des choses, acter des choses avec avec l'État sur ce dossier-là. Savoir qu'est-ce qui peut être mis en place pour que, effectivement, on soit protégé. Qu'il y ait une structure, quelque chose d'organisation, parce voilà, qu'il y ait quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme entité future pour cette zone ? Est-ce que dans les idées un peu qui s'échangent entre vous et au sein du mouvement, est-ce que ce serait une commune libre ? Est-ce que ça pourrait être un village autogéré ? Est-ce que ce serait quelque chose de beaucoup plus classique juridiquement ? Vous avez commencé à avoir ces discussions ? On a les discussions. Après, pour l'instant, on est vraiment dans l'échange et il y a quelque chose mais après, suivant les structures, voilà, on n'est pas encore calé. On s'y prépare. Ça fait déjà quelques mois qu'on a des réunions sur ce sujet-là, qu'il y a un groupe qui y travaille. Et ce qui est assez certain, c'est que ça sera que cet avenir-là, il est pensé en commun au niveau de tout le mouvement anti-aéroport et non pas que au niveau des paysans, au niveau des occupants, occupantes, etc. Et c'est là-dedans... Enfin, c'est la beauté aussi de ce mouvement qui est que les différents usages, que ce soit de l'élevage ou des sentiers pédestres, sont pris en charge par le mouvement dans son ensemble. C'est pas divisé en petits morceaux, tel usage, telle gestion par tel groupe. C'est un truc
global que ça. Quelque chose de global et autour d'une idée qui est celle des communs, c'est-à-dire de la ZAD comme espace d'expérimentation des communs, d'où tout ce que vous décrivez depuis tout à l'heure. C'est ça, toutes ces différentes pratiques, ces différents acteurs. Ça, c'est quelque chose qui tient à cœur au mouvement de garder cette idée-là fortement. C'est-à-dire que depuis... en fait, on s'est donné un coup d'avance, c'est-à-dire que depuis... Après, encore une fois, César, l'échec de l'opération d'expulsion, on s'est dit, c'est sûr qu'on va gagner, c'est sûr qu'à un moment, ce projet d'aéroport s'arrêtera, et c'est sûr qu'il faut qu'on pense ce que sera la ZAD après la fin du projet d'aéroport. Et à ce moment-là, on a eu des grandes discussions dans le mouvement, parce qu'il y avait des peurs partagées ou des peurs en miroir. Certains occupants pouvaient se dire mais le jour où le projet d'aéroport est abandonné, nous on deviendra inutile, on va nous mettre de côté, tout ce qu'on aurait eu envie de vivre, penser différemment, ça aura peut-être plus sa place, que peut-être certains paysans historiques se disaient oh là là mais ils veulent tout transformer tellement que moi-même si on gagne j'aurai plus ma place avec mes manières de cultiver, d'habiter le territoire, etc. Et on a voulu se donner des bases de confiance possibles pour ne pas qu'une victoire possible amène le truc classique, quoi, c'est-à-dire des divisions, chacun en fait reprend ses billes, chacun défend ses intérêts, etc. C'est vraiment le truc classique et c'est ce que pourrait essayer de faire le gouvernement demain, essayer de nous diviser. Nous, on s'est donné des bases pour que ce ne soit pas le cas. Du coup, on a un certain nombre de lignes communes. Les lignes communes, elles sont assez simples. C'est que, en gros, les historiques retrouvent leurs droits de locataire, de propriété, puissent cultiver comme bon leur semble, que les gens qui se sont installés sur la ZAD ces dernières années, qui désirent rester, puissent rester avec leurs formes de vie, d'activité, de lutte aussi diverses soient-elles, on va dire. Et puis, c'est ce qui était expliqué tout à l'heure, que les terres qui ont été protégées soient prises en charge par les gens qui ont su les protéger, en prendre soin et qu'elles n'aillent pas à l'agrandissement. Ça, c'est vraiment les bases communes qu'on s'est données. On s'est dit là-dessus qu'on trouverait une forme, une entité issue du mouvement qui prendrait ça en charge. Après, les inspirations pour l'entité, techniquement, on n'a pas encore décidé exactement à quoi ça ressemblerait. Il y a une voie à trouver. C'est sûr qu'il y a une voie à trouver à ce niveau-là. Après, les inspirations, elles peuvent être multiples. On peut aller les chercher aussi bien, vous voyez, par exemple, depuis 30 ans, je pense, il y a un quartier qui est autogéré en plein milieu d'une capitale européenne qui est Copenhague, qui est le quartier de Christiania. Depuis quasi plus de 20 ans, il y a les apatistes qui gèrent une portion énorme de territoire. Nous, à côté, on est tout petits, qui essayent de réinventer aussi en s'inspirant eux-mêmes de leurs propres traditions, des voies alternatives au néolibéralisme, qui essayent de réinventer leurs propres manières d'organisation et de résistance. Au Chiapas. Au Chiapas. Même des faits historiques comme la Commune de Paris, ça reste des inspirations en quelque sorte. Après, je pense que nous, on a envie de dire, parce qu'on n'arrête pas de nous raconter, mais dans l'imaginaire, l'idée que des gens qui essayent de s'organiser différemment, en sortant des voies marchandes, en sortant des voies capitalistes et étatiques classiques, forcément, à un moment, ils seront réprimés, forcément, ça va mal se finir, forcément, on sera vaincu. Et nous, on a envie de dire qu'il y a une autre voie possible. On a envie que ces expériences, elles durent, c'est-à-dire durer, ça veut dire ni être écrasé dans le sang ou brutalement, ni se normaliser, parce que c'est ça, en fait. On a envie d'échapper à ces deux alternatives, donc il y a une voie à trouver, et cette voie, on l'a construit ensemble avec beaucoup de personnes du mouvement, et on espère que c'est de ça que sera fait l'avenir de la ZAD et qu'on y arrivera, mais on est confiant. Plus on construit et plus il y a à défendre aussi. C'est c'était un territoire à défendre, c'était se battre contre un projet nuisible et imposé. Et à force, les liens se sont tissés, les gens se sont rencontrés, des vies se sont construites, parce que comme pour certains des gens qu'on appelle les nouveaux habitants, en fait, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Et plus cette culture commune en fait se fait, plus on expérimente de nouveaux rapports au travail, de nouveaux rapports hommes-femmes aussi, et plus de nouveaux rapports aux enfants. Parce que tout ça, c'est des choses qui sont discutées, qui sont pensées, sur lesquelles on essaie d'avoir des réflexions. Et en fait, toute cette force-là et cette culture commune qu'on se fait, celle-là aussi, elle se retrouve à être défendue. Pas que le foncier et le territoire. C'est pas que la terre, c'est toutes les vies. C'est ça que c'est la terre et les qui vies se sont développées sur ces terres depuis. Et ça, c'est plus on construit, plus il y a à défendre. Et ça sera, pour moi, c'est ce processus-là aussi qui est vraiment notable, quoi. Et c'est pour ça qu'on peut parler, pour moi, d'une culture commune qui s'est faite et qui crée la confiance et qui fait que maintenant, on pose fort ce truc et on tient fort ce truc de une entité issue du mouvement, que cette entité, elle aura les différentes composantes, que ça sera un bloc et quelque chose de fort. Si on est confiant dans le fait qu'on puisse y arriver, c'est aussi parce qu'en fait,
nos désirs, c'est pas une expérience marginale. C'est que je crois que ça parle à tout un tas de gens au-delà de la ZAD. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui ont vraiment le sentiment qu'on va droit dans le mur, que ce soit en termes environnementaux, en termes de liens sociaux. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent le fait que des gens aient des espaces pour expérimenter d'autres manières de faire, c'est essentiel, c'est crucial. Et ça veut dire que je pense que demain, si le projet d'aéroport est abandonné, il n'y aura pas que nous et il n'y aura pas que les gens qui habitent autour de chez nous qui se diront que c'est crucial de garder un espace pour ça. Il y en a peu, il y en a trop peu. Nous, on n'est pas un modèle, on n'est pas parfait, on n'a surtout pas envie d'être la seule expérience, mais en tout cas, on en est une. On a vu qu'elle était inspirante pour un certain nombre de personnes et je crois que plein de gens seront prêts, j'espère, mais j'en suis assez certain, à défendre cette expérience demain. Le mouvement contre l'aéroport est plus large que les seuls occupants de la ZAD, ça on l'a bien compris, vous l'avez bien décrit depuis tout à l'heure. Paysans historiques, ACIPA, l'association historique d'opposition à l'aéroport, les comités de soutien locaux que vous avez cités, il y a également les juristes qui se sont beaucoup impliqués, les élus contre l'aéroport, Copain, les naturalistes. Depuis tout à l'heure, vous nous expliquez qu'il y a une vision commune de ce que pourrait devenir la ZAD sans aéroport. Cette vision commune, aujourd'hui, comment comptez-vous la protéger, la défendre dans dans la séquence politique qui va commencer différente de ces 10 ans de lutte qui forcément ont soudé les gens et peut-être que la perspective d'un abandon de l'aéroport pourrait bouleverser ou bousculer un peu cet équilibre. Comment est-ce que du côté de Copain et des paysans, vous voyez cette séquence qui commence ? Cette séquence qui commence va demander beaucoup d'énergie, de temps, de passion et je crois qu'on a tous la même envie, c'est de rester soudés surtout et de ne pas jouer à un jeu qui pourrait être de nous proposer de nous voir séparément les uns des autres ou d'appeler telle structure plutôt qu'une autre pour discuter. On a, dans les réunions qu'on a comme l'AG des usages, c'est vraiment de rester ensemble et de parler d'une seule fois. Alors, l'AG des usages, c'est des assemblées générales qui ont lieu actuellement, on les a remises en... C'est des assemblées générales qui nous permettent de parler de l'avenir, voilà, de mettre tout le monde dans la même pièce, les comités, les habitants, les différents collectifs, et de voir justement quelles sont nos propositions pour l'avenir et de prendre en compte absolument tout ce qui se passe sur la ZAD. Donc aussi bien l'habitat que les voies de circulation, que l'agricole, le non-agricole également, c'est-à-dire que tout est pris en compte. Et effectivement, c'est de réfléchir à ce qui va pouvoir se faire après. Et l'idée, c'est justement de construire un projet commun et de pouvoir s'il y a, aller le porter et en discuter, mais d'une seule voix. C'est-à-dire ne pas avoir, comme on disait tout à l'heure, les paysans qui parlent d'un côté, la CIPA de l'autre, l'accord d'un autre. C'est-à-dire voilà, rester sur la même base pour aussi cette question de confiance. C'est-à-dire que si on imagine, si chacun va à tour de rôle discuter ou négocier quelque chose, forcément, ça va éclater. Et c'est surtout ce qu'on veut éviter, c'est rester unis, voilà, jusqu'au bout. Jean-Marie ? Je dirais même pérenniser un projet commun, puisque même si on a été beaucoup pris par cette pression en faveur du chantier de l'aéroport qui nous pèse dessus depuis des années, en vivant 5 ans ou 10 ans autour de cette zone, il y a tous ces liens qui se sont tissés, toutes les connaissances qu'on a découvertes diverses et variées en échangeant tellement de points de vue différents. Toutes les façons de vivre qu'on découvre, toute cette diversité humaine qu'on redécouvre dans un endroit où, contrairement au reste du monde, on ne reste pas cloisonné, chacun dans sa maison, chacun dans son écran, où en allant d'un point A à un point B, on échange tellement de nouvelles, on résout tellement de questions. Où, par exemple, en tant que naturaliste, je croise telle ou telle personne qui me dit « Ah, mais... là, près de chez moi, je voudrais creuser une mare. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que je peux faire un potager dans cette prairie-là ou pas ? Voilà, donc tellement de choses qui s'échangent, tellement de choses qui se construisent. Et voilà, avec de temps en temps des accros, avec de temps en temps des retours en grâce qui demandent qu'à fleurir plus tard, quoi. Et qui est sur une lancée, mais qui doit se parfaire voilà, en dehors de cette lutte un peu frontale. Bon, merci beaucoup. On arrive au terme de l'émission, sauf si quelqu'un a quelque chose à dire de très important qui n'a pas encore été dit. Oui, il nous reste quelque chose de très important à annoncer, qui est une mobilisation le 10 février prochain, donc 10 février 2018. Cette date correspond à la fin de la déclaration d'utilité publique qui a été signée il y a 10 ans, prolongée il y a 5.
Donc on attend une réponse du gouvernement fin janvier concernant le projet d'aéroport et peut-être des débuts de piste concernant l'avenir de la ZAD. Et on vous donne rendez-vous le 10 février. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci vraiment d'être venu jusqu'ici, jusqu'à Paris, pour nous raconter un peu de ce que vous vivez, de ce que vous expérimentez et ce que vous souhaitez pour le devenir de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Un dossier, évidemment, que nous allons continuer à suivre de près sur Mediapart. Donc, je vous dis à bientôt sur notre site.